Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'émission Trade ou pas Trade, une émission consacrée à la bourse en général et au trading en particulier. Cette émission est aussi ce qu'on appelle un document à caractère promotionnel parce qu'elle est proposée par Société Générale. Et Léa Gézéquel de Société Générale Produits de Bourse nous parlera tout à l'heure des produits de bourse. Alors, parler trading avec des traders que je vais vous présenter maintenant. Jean-Louis Cussac, vous êtes président et formateur chez Perceval Finance. Bonjour Jean-Louis, merci d'être avec nous. Bonjour. Mathieu, vous êtes responsable de la newsletter SMS Cash Alert du groupe Agora. Bonjour Thibault, Mathieu, merci. Et merci d'être avec nous. Bruno Cus, vous êtes rédacteur en chef de Mieux vivre votre argent. Merci d'être avec nous. Bonjour Bruno. Bonjour Thibault. Alors aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est un événement puisque aujourd'hui, l'émission est entièrement consacrée à la tech. Alors, tech, commençons par le commencement. Tech, ça vient d'où? Eh bien, ça vient d'un mécanisme de formation des mots qu'on appelle une apocope, qui consiste à couper un mot en deux pour en obtenir une version abrégée ou raccourcie. Alors, vous connaissez télévision pour télé, professionnel pour pro, et dans un langage un peu plus familier, apéro pour apéritif. Donc, vous le savez, tech vient de technologie, mais ça ne suffit pas. Certains groupes développent des technologies avancées, mais n'ont pas le label tech pour autant. Je pense à Airbus, par exemple, dont nul ne peut douter de l'utilisation de technologies de pointe dans la construction de ces avions, mais ce n'est pas une valeur qu'on appelle technologique. Pourquoi? Parce qu'on a vu, il y avait une apocope entre tech et technologie, mais il y a aussi une contraction entre technologie et nouvelles technologies. Oui, on y voit plus clair. Certaines de ces technologies, comme l'informatique, la robotique, l'intelligence artificielle, ne sont pas si nouvelles que ça. Le terme informatique a été défini par l'Académie française en 1966, Jean-Louis s'en souvient. Le terme robotique a été évoqué pour la première fois sous la forme écrite dans un roman de Isaac Asimov en 1941, un roman de science-fiction qui s'appelait Élémentaire. Et Internet, évidemment, a fait l'objet de recherches théoriques dans les années 60 et l'objet aussi de mise en place de réseaux privés dans les années 70. Donc, évidemment, ça date d'il y a plus de 50 ans maintenant. Alors, c'est aussi sans doute pour cette raison que les investisseurs ne s'y trompent pas et savent intuitivement reconnaître une valeur technologique. Mais attention, parfois il y a des pièges. On se souvient dans un passé pas si lointain que de grandes entreprises rajoutaient un .com soit à leur nom, soit à leur slogan publicitaire pour bénéficier de l'euphorie du secteur à la fin des années 90, au début des années 2000. Et ça ne s'est pas forcément terminé de la meilleure façon pour leur cours de bourse. Mais on arrête ici pour l'histoire. On va parler maintenant des valeurs technologiques du moment avec Intel. On va parler de STM, de Metaverse, de Métaplatform avec nos experts. Et en commençant par la rubrique « On refait la semaine ». On refait la semaine, on commence par Mathieu Lebrun. Mathieu Lebrun, vous êtes intéressé à Intel. Intel. Oui, Intel, pardon, moi je suis français, oui, je dis Intel. Intel ou Intel. Effectivement, alors en gros, depuis plusieurs mois, moi, ma thématique, c'est dans le sillage de la baisse du Nasdaq, de plutôt rechercher des valeurs growth de la tech US qui sont attaquées. Donc on l'avait vu dans une dernière émission avec Tesla. J'ai également donc surveillé Intel. Alors Intel, en fait, ce qui m'intéresse, c'est que ces derniers mois, en fait, en termes de news flow, tout d'abord, on a pas mal de publications trimestrielles qui sont vendues, c'est-à-dire qu'on avait eu le cas fin janvier, fin avril également, où les perspectives en fait étaient mitigées. Alors les perspectives, ça s'explique parce qu'il y a la concurrence d'AMD et Nvidia. Quand vous dites qu'elles sont vendues, ça veut dire qu'il y a un mouvement baissier précédant la publication? Non, post-publication. C'est-à-dire ce que j'aime bien, c'est quand on a une tendance qui est en place et qui est accentuée par des déceptions dans le cas d'Intel, sur des publications. C'est-à-dire que le fondamental corrobore le technique graphique. Et donc ce contexte d'une remontée des taux longs qui plombe un petit peu les valeurs growth m'a fait surveiller Intel parce que donc, sur un graphique en fait, en base hebdomadaire, on avait vraiment un gros niveau dans la zone des 42-44, alors qui n'est pas forcément visible ici. Là, on est en graphique journalier, je crois, mais on avait vraiment un gros point de polarité. Et donc généralement, quand on passe en dessous de ce seuil, ce type de zone, ça va assez vite. Et c'est effectivement ce qui s'est passé durant le mois de mai, où grosso modo, on était autour des 40-45 et on est tombé vers les 36-37 là, le mois fin juin. Donc voilà, c'est pas quelque chose que j'ai fait pour tout vous dire, non, pour mes abonnés, mais c'est effectivement quelque chose que j'ai eu à l'œil récemment. Très bien. Alors Bruno, vous allez nous parler de STM. Oui. Vous aviez une opinion là-dessus? STM, en fait, le cours était retombé à ces niveaux de juin 2021 directement. Hein, il n'y a pas eu de pause. Et en fait, c'est une société qui semble aujourd'hui reconsidérée comme une valeur cyclique, alors qu'en fait, c'était considéré de plus en plus comme une valeur de croissance. Hein, la sanction qu'on vient d'avoir, elle
elle est contradictoire avec la présentation qu'avait fait la société lors de sa journée investisseur il n'y a pas si longtemps que ça, c'était au mois de mai, hein, où il y avait des perspectives sur des marchés porteurs. Hein. ST Micro, maintenant, c'est plus que de la cyclique, c'est des marchés d'avenir, la mobilité intelligente, l'Internet des objets, la gestion de l'efficacité énergétique. Pardon. Donc, on a une différence de traitement entre une valeur cyclique qui n'en est pas une. Oui, parce que c'est quand même une tech assez emblématique de la cote européenne. Sur des marchés, on ne voit pas pourquoi ces marchés-là vont ralentir. Hein. Donc la valo est devenue en plus très intéressante. Hein. On est à 14 fois à 10 fois les résultats de cette année. Hein. Et par rapport au concurrent Infineon, le principal concurrent, il doit être à 13 fois les résultats. Donc voilà, je pensais qu'il y a quelque chose à jouer sur ce thème des semi-conducteurs. Très bien, très bien. Alors Jean-Louis, oui, sur les valeurs tech, vous avez choisi une particulière parce que vous avez pris une valeur qui fait du ciment. Vous pouvez nous expliquer pourquoi, d'après vous, c'est une valeur technologique ? Ah, il m'a gardé pour la fin pour se moquer de moi, en fait. Donc, vous m'avez demandé une valeur... Je vous challenge gentiment. Une valeur que j'ai travaillée. Oui, d'accord. Je peux pas vous... Moi, le secteur techno, dans l'ambiance actuelle, déjà que je vous ai dit depuis un certain temps que j'étais plutôt vendeur sur les marchés, donc sur l'indice CAC 40, c'est-à-dire quand on achète une valeur, on vend l'indice CAC 40 et on joue la surperformance de la valeur par rapport à l'indice. Considérant que la valeur qu'on va proposer, Vicat par exemple, Vicat, eh bien c'est une valeur de qualité, dans une perspective long terme, on peut l'acheter. C'est sûr, c'est du ciment. C'est une technique de ce qu'on appelle long short en oui, bourse. voilà. C'est se positionne à la hausse sur une action et on va vendre l'indice pour se protéger et donc positionner sur la surperformance de l'action par rapport à l'indice. Dans des périodes notamment dangereuses comme aujourd'hui, hein, parce que les problèmes s'accumulent, que ce soit la guerre avec l'Ukraine, les taux d'intérêt, etc. Donc l'inflation qui explose. Non, mais bon, c'est vrai que Vicat, c'est une société que j'aime bien. Il y a un rendement de 6%. Alors, vous savez, la chasse au carbone, enfin, la diminution de l'émission de carbone, c'est un enjeu financier extrêmement important. Et puis derrière, c'est un enjeu technologique. Donc, il y a beaucoup de recherches faites par les cimentiers. Là, ils ont créé une société, Lithosis, qui va faire une offre globale de services pour une imprimante 3D béton. Vous vous rendez compte, c'est extraordinaire, avec un béton de qualité, d'excellente qualité quand même. Donc, c'est une société qui a pour moi de l'avenir. Ce que j'aime aussi dans Vicat, c'est qu'elle est sur un niveau support important, un niveau de prix bas en termes de PER. On est autour de, je ne sais plus trop, mais autour de 6, 5,8, un truc comme ça. Alors, c'est vrai que les marges vont un petit peu... Donc PER, on rappelle que c'est le prix par rapport aux résultats. Voilà. Les marges ne sont pas extraordinaires là-dessus, mais dans l'avenir, ça devrait s'améliorer. Donc le rendement. Et puis, très important, on avait déjà parlé dans des précédentes émissions, la direction achète des titres. Donc, encore une fois, vous regardez sur le site de l'AMF, déclaration des dirigeants, il y a des achats. Et pas des petits quand même, hein, des achats. Alors, quand vous voyez ça, encore une fois, c'est pas parce que c'est le point bas, hein, ils ne connaissent pas l'avenir de la bourse, mais ils se disent qu'après tout, la valeur offre un potentiel à ce prix. Alors là, le prix actuel, il est autour de 27. Alors c'est vrai qu'entre 28 et 26, on peut se placer en embuscade, profiter de trous d'air comme sur les marchés qui baissent en ce moment. On est à 5830, revenir à l'achat tranquillement, on n'est pas pressé. Hein. Bruno, Mathieu, vous regardez comme Jean-Louis les déclarations réglementaires ? Oui, effectivement. Après, juste dans le cas de Vicat, moi, c'est effectivement quelque chose que j'avais regardé pour le dividende parce que c'était en pré-printemps, j'ai envie de dire, dans la perspective de justement d'essayer de capter ce coupon. Mais c'est vrai qu'après, le fait que ça reste cyclique et que ça, dans le sillage du marché, ça ne se reprenne pas vraiment. Alors moi, je ne serais pas très acheteur à l'instant T. Pourquoi pas dans une optique à plusieurs mois ou années, mais je ne suis pas convaincu qu'on n'aille pas sous les 25 € prochainement. Alors moi, j'aime bien ce genre de valeur. Effectivement, dans le cadre de Vicat, je suis un peu gêné par deux, trois choses. Alors c'est vrai que c'est pas cher, hein, parce que ça vaut la moitié des fonds propres, je crois. Donc c'est vraiment la valeur à la casse.
Ce qui m'embête un peu, c'est d'une part, c'est très consommateur d'énergie. Le ciment, il n'y a pas plus consommateur d'énergie que cette industrie. C'est pas forcément le bon moment. Voilà. Et puis, il y a aussi le fait que c'est une société familiale et j'ai l'impression qu'ils ne font quand même pas tout ce qu'il faut pour redresser le cours de bourse, quoi. Ils achètent effectivement de leur côté, mais il n'y a pas une dynamique pour insuffler une dynamique boursière. Enfin, donc moi, je suis un peu sur la réserve, même si c'est très tentant. En termes de valo, c'est très tentant. Très bien. Merci messieurs. Maintenant, on passe à la rubrique le zoom sur avec le métaverse. Le zoom sur avec Léa Gézéquel de Société Générale Produits de Bourse qui va nous parler du métaverse, un secteur d'activité. Alors, je vous en prie Léa. Oui, alors effectivement, on en parle beaucoup du métaverse, mais on ne sait pas toujours ce que ça veut dire. Donc on va essayer d'y voir un petit peu plus clair. Le métaverse, littéralement, ça veut dire tout ce qui est au-delà de l'univers. Donc ça vous donne déjà une petite idée en termes de projection sur ce concept. Ça va être en fait une combinaison entre le monde réel et des mondes virtuels qui vont aboutir à tout un écosystème virtuel qui va être 3D bien sûr, numérique, immersif et interactif. Donc via un personnage virtuel qu'on va appeler Avatar, vous allez pouvoir avoir une multitude d'expériences, ne haussez pas les sourcils Jean-Louis, une multitude d'expériences dans ce métaverse. Donc ça va être l'ensemble des potentialités d'univers virtuels qu'on va pouvoir trouver, qu'on dénomme sous le terme de métaverse. Donc il n'y a pas un métaverse, mais bien des métaverses. Alors vous allez me dire, c'est bien gentil, mais qu'est-ce qu'on fait dans le métaverse? Eh bien alors on fait tout comme dans la vraie vie, mais en mieux, en plus, en tout ce que vous pouvez imaginer. C'est-à-dire que par exemple, vous pouvez avoir des loisirs, mais alors pourquoi se cantonner aux loisirs qu'on connaît aujourd'hui, puisque dans le métavers finalement on peut tout faire, donc vous pouvez imaginer skier sur les pyramides du Louvre. Au niveau du travail aussi, il y a beaucoup d'applications, ça ne va pas se résumer à une simple réunion Zoom qu'on connaît tous aujourd'hui, ça va pouvoir être des expériences de team building, d'événements d'entreprise avec des collègues qui se trouvent à l'autre bout du monde sans avoir besoin de prendre un seul avion, et bien sûr tout ce qui est autour du lien social, de la culture. Pourquoi pas assister à un concert de votre star favorite, même si elle est morte il y a 20 ans, en hologramme. Tout est vraiment permis. Il n'y a plus de barrière physique et finalement, seule votre imagination est la limite du métaverse. Alors, au-delà de tous ces concepts, vous imaginez bien que du métaverse découle toute une économie à part entière. On a déjà aujourd'hui beaucoup de ventes d'espaces immobiliers sur les plateformes de métaverse. On a beaucoup de marques, notamment de mode, qui sortent des collections uniquement dédiées au métaverse dans ce qu'on appelle des NFT, des non-fungible tokens. Donc clairement, au lieu d'acheter par exemple une paire de baskets, vous allez acheter une paire de baskets virtuelle uniquement dédiée à votre avatar dans le métaverse. Et tout ça, bien sûr, a aussi comme socle le paiement via la blockchain. Donc voilà, le métaverse, c'est vraiment tout un écosystème. Et depuis quelques semaines, on a l'étude du cabinet de conseil McKinsey, qui a été une étude réalisée au niveau mondial, qui estime donc que d'ici à 2030, la taille du marché du métaverse représentera 5 000 milliards de dollars. Bien aidé également aussi par l'annonce faite par le groupe Meta, on en parlera peut-être tout à l'heure, sur le fait qu'ils allaient investir 10 milliards de dollars dans les prochaines années sur la technologie Meta. Alors comment on suit ce secteur ? Alors, donc la curiosité autour du métaverse et l'intérêt ne fait aucun doute. C'est pas parce qu'il y a de la curiosité et de l'intérêt qu'on va forcément être sur un investissement qui performe si on est sur une thématique métaverse. Donc attention entre l'intérêt et la performance. En bourse, le risque de perte du capital est le même et les gens qui investissent sur ces produits ont un scénario fort et des croyances sur les valeurs. Donc aujourd'hui, si on souhaite investir sur le métaverse sans prendre entre guillemets le risque de sélectionner une seule ou quelques valeurs qui ont trait au métaverse, on peut se positionner sur des indices sectoriels métaverse. Aujourd'hui, Société Générale, via l'indice Solactive Métaverse, propose un tracker 100%, donc un produit qui va suivre les variations de l'indice aux frais de gestion près, ce qui signifie que si l'indice monte, le tracker monte, mais si l'indice baisse, bien sûr, le tracker baisse, d'où le risque de perte du capital. Et donc cet indice, en fait, il va sélectionner 30 entreprises actives dans le métaverse, mais le métaverse, il est finalement orienté autour de 5 piliers que sont la technologie, les plateformes d'application, les terminaux, le traitement de la donnée et tout ce qui est normes de compatibilité. Donc on va faire un mélange en fait de ces 5 piliers pour proposer un indice sur 30 valeurs
où la sensibilité à la thématique métaverse est importante. Ce tracker s'appelle donc le METVS, et il représente un risque de perte du capital si l'indice, bien entendu, performe négativement. Merci beaucoup Léa. Maintenant, on passe à la rubrique le coup de cœur des traders. Le coup de cœur des traders, rubrique bien connue maintenant de vous autres téléspectateurs. Chacun de nos traders aura 1 minute pour convaincre les autres et les 2 autres diront s'ils sont d'accord ou pas, s'il y a trade ou pas trade avec leur petit panneau vert ou rouge. On va commencer par Mathieu Lebrun. Vous aussi, on vous a demandé de sélectionner une valeur technologique et vous nous avez sorti l'emprunt à 10 ans américain, le T-Note. Vous nous expliquerez après, je ne veux pas vous couper dans votre élan et dans votre argumentaire. Vous disposez d'1 minute pour nous convaincre. Je vous en prie, Mathieu, allez-y. Alors, donc pour expliquer le pourquoi du comment rapidement, c'est qu'on utilise en fait les taux longs pour actualiser les bénéfices futurs des sociétés. Et ça, c'est vraiment quelque chose de central dans la valorisation des valeurs growth, valeurs de croissance, aux États-Unis notamment. D'où le lien avec le segment technologique en rapport avec Intel, etc. C'est que toute la cote US, le Nasdaq en premier lieu, la valorisation tient à, pour moi en fait, s'explique par une faiblesse historique des taux longs, et taux longs qui remontent là depuis quelques semaines, quelques mois, avec le resserrement monétaire de la Fed. Donc on était à 1% sur le 10 ans, on est maintenant à 3, 3,5. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à mon avis, en fait, c'est vraiment l'élément central pour les marchés pour tenter, à mon avis, d'essayer de trouver la zone de creux de marché. C'est-à-dire que moi, je suis mitigé à l'idée qu'on va avoir un crack, mais en gros, si on n'a pas de crack, je pense que le point bas va se faire de manière concomitante un point haut sur les taux longs. Et donc c'est vraiment cet aspect central par rapport au Nasdaq. C'était très intéressant. On ne sait pas si vous êtes aussi au baissier sur le taux, mais est-ce que cette analyse est corroborée par nos autres traders? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? En 2 mots, l'évolution des taux longs va nous permettre de définir ou de trouver peut-être éventuellement un point bas à partir de valorisations qui seront plus académiques que techniques. Est-ce que c'est quelque chose, une idée sur laquelle vous êtes proche? Oui. Bruno, oui. Jean-Louis, Bruno, je vous en prie. Sur l'idée. Tout à fait. Enfin, les taux, je pense que l'accalmie viendra d'abord du marché obligataire pour que le marché action puisse repartir par la suite. Hein. Là, on a eu un crack énorme sur le marché obligataire. Et dès qu'on aura vraiment une pause sur ce marché-là, une accalmie, ça donnera le signal de revenir sur les actions parce que les taux auront atteint leur plafond. Je rappelle en 2 mots, un crack sur le marché obligataire induit forcément une hausse des taux, puisque c'est inversement corrélé. Jean-Louis, votre analyse? Oui, non, mais il n'y a pas de problème. L'idée est bonne, mais c'est une idée. Ça ne me dit pas ce que je fais sur, à la limite, le T-Bonds. Mais c'est évident que les taux d'intérêt ont un impact très important, notamment sur les valeurs technologiques. On va peut-être laisser Mathieu finir sur son anticipation. Bah oui. Donc non, à l'instant T, je fais rien, mais ce qu'il faut à mon avis garder en tête, c'est que sur les marchés, en fait, le marché anticipe toujours. C'est-à-dire qu'à mon avis, on ne va pas avoir en gros le point bas, ou le point haut sur l'inflation en simultané du point bas sur l'obligataire. Et donc généralement, sur tous les marchés, on a entre 3 et 6 mois de décalage. Et donc, en fait, la question qui se pose là, globalement, pendant l'été ou pendant l'automne, c'est en fait d'essayer de sentir ou d'affiner la zone où va être le plus haut sur les rendements. C'est-à-dire, est-ce que ce sera 3,5 sur le 10 ans, peut-être 4, j'en sais rien à l'instant T. Mais je sais que c'est vraiment l'élément central pour moi qui me fera dire qu'on est proche d'un point bas sur le Nasdaq et donc, par effet boule de neige, sur le CAC, etc. D'accord. Donc, par exemple, sur la courbe, là, tu te dis, si ça remonte... Là, voilà, à un moment donné, je vais peut-être avoir une indication, un signal que c'est ça. On a atteint. En fait, avant de remonter, c'est déjà d'arrêter de baisser parce qu'effectivement, là, on est sur les contrats, donc à l'instant T, il n'y a pas vraiment de gros. C'est la courbe des contrats, de gros signal de creux, mais c'est justement, en fait, je pense vraiment que c'est dans ces phases-là où, parce qu'en fait, le marché, price anticipe les relèvements à suivre. Là, on est sur 3-4 sur les taux à 10 ans en fin d'année, et donc en fait, si les prochaines statistiques d'inflation commencent à plafonner, ça risque d'aller de pair avec une stabilité des contrats. Va peut-être changer sur les contrats. Potentiellement une zone de creux, mais à l'instant T, effectivement, j'ai pas de boule de cristal pour vous affirmer que... C'est dommage. On attendait ça de vous pourtant. Merci beaucoup Mathieu, c'était très intéressant. Bruno, c'est à vous. Vous allez nous parler de Meta Platform, donc Facebook. Excusez-moi. Facebook, Instagram, tout ça. Mais je vous demande d'attendre un tout petit peu qu'on mette le chronomètre en place
pour vous donner la parole et vous disposez d'1 minute. Je vous en prie, allez-y Bruno. Donc Facebook, la chute est spectaculaire, hein, moins 50% depuis le début de l'année. J'en reviens toujours à cette idée des valeurs de croissance qui sont valorisées aujourd'hui comme des cycliques, et c'est le cas de Meta. Et pourtant, quand on voit le principal marché aujourd'hui de Meta, ça reste encore la publicité en ligne. Hein, c'est 600 milliards de dollars le marché qui progresse de 20% tous les ans. Hein, donc un marché sur lequel ils sont deux gros avec Google à se partager ce marché. Il y a des concurrents qui arrivent, hein, comme TikTok. On a vu que Meta avait été concurrencée, hein, challengée en fin d'année dernière, elle perdait un peu d'audience et a rectifié le tir en début d'année avec des formats de contenu vidéo beaucoup plus courts pour concurrencer, pour mieux faire face à la concurrence de TikTok. Donc une réaction positive de ce côté-là. Et puis maintenant, alors c'est vrai que Meta va investir justement dans le métaverse. C'est ça qui a fait aussi un petit peu peur. Je crois qu'il y avait 10 milliards quand même de dollars en jeu qui ont coûté. C'est en pure perte. Massif, hein. C'est en pure perte pour l'instant. Et l'objectif, c'est un vrai pari sur l'avenir. Et voilà. Et voilà, c'est un vrai pari pour l'avenir. Jean-Louis, Mathieu, quel est votre avis sur trade ou pas trade sur Meta? Deux stops. Alors allez-y, Jean-Louis, je vous en prie. Toujours pareil, hein, c'est pas le moment d'acheter de la techno. Là, l'action, si vous voulez, le cours de bourse envoie une indication de repli constant. Il n'y a même pas de stabilisation. C'est toujours des dossiers qui sont extrêmement cher payés. Le moindre accident de croissance coûte très cher au cours de bourse, donc à l'actionnaire. Donc non, je pense que dans ce contexte où tous les marchés sont baissiers, etc., moi, je n'achète pas. Réponse? Alors, cher payé, non, je ne suis pas d'accord. Hein. On est à 14 fois les bénéfices pour une valeur de croissance, ce n'est pas beaucoup. Et il y a 50 milliards de dollars dans les caisses. Ça représente 10% de la capitalisation boursière quand même. Donc, pour moi, c'est pas cher, quoi. Mathieu. Donc, moi, pour continuer à rebondir sur les taux longs, en fait, c'est que l'actualisation, le problème des valorisations, à mon avis, c'est qu'effectivement, Facebook ou Meta, ça se payait peut-être 20-25 fois les bénéfices il y a un an, mais les bénéfices étaient beaucoup plus consistants qu'ils ne vont l'être là, comme vous l'avez dit. Il y a eu des dépenses, et donc, en gros, le bénéfice de cette année va être moindre, et la question, c'est est-ce que le bénéfice de 2023 va revenir, va assez nettement remonter pour compenser cette hausse des coûts et des taux longs dans l'actualisation future des bénéfices de ce type de société. Donc moi, je suis assez prudent sur moi, je me fie un peu au consensus. Réponse. Effectivement, cette année, on va avoir une cassure dans la croissance des profits. Hein. Mais on peut penser aussi qu'il y a eu un gros investissement au départ de fait qui va se poursuivre de façon plus régulière par la suite. Et logiquement, quand on regarde le consensus, il y a quand même des croissances à 2 chiffres des profits qui sont prévus pour 2023-2024. C'est vrai que la configuration graphique incite à la prudence. Le creux là qu'on voit en début d'année, c'est la publication des résultats où ils annonçaient que la croissance du nombre d'abonnés plafonnait un petit peu. Hein, et l'action a perdu 26% en une seule journée. Donc c'est vrai qu'ils sont un peu à la merci de décevoir les investisseurs. C'était très intéressant. Messieurs, merci beaucoup. Place maintenant à Jean-Louis. Jean-Louis, vous allez nous parler d'une valeur technologique. Incroyable, je me suis fait violence. Hein. Donc, c'est pareil. Alors, attendez, on va mettre le chronomètre. Voilà, c'est fait. Jean-Louis, je vous en prie, c'est OVH dont vous allez nous parler. Donc OVH, si vous voulez, c'est vrai que c'est de la techno, mais c'est défensif, je trouve, quand même, comme valeur. Elle a été introduite en octobre 2021. C'est vraiment l'acteur majeur européen du cloud. Il y a une croissance potentielle extraordinaire, on peut le dire, parce qu'à terme, toutes les sociétés iront dans le cloud. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse par rapport à l'évolution du cours de bourse, c'est qu'elle a déjà envoyé depuis quelque temps un signal de stabilisation du prix. Donc, si vous voulez, dans ce genre de situation, soit on peut se dire, elle a atteint un niveau plancher et on peut acheter, soit on est proche d'un signal d'achat technique qui pourrait se déclencher, par exemple, au-dessus de 20, imaginons, hein, si on était très agressif. Donc voilà, il y a une configuration que l'on peut exploiter immédiatement en achetant un petit peu et à très court terme sur un signal d'achat technique. Vraiment, c'est une société qui a un potentiel de croissance extraordinaire. Très bien. Messieurs, quel est votre avis? Trade ou pas trade?
Nous avons un trade ici et un pas trade ici. Place à la contradiction. En premier, Mathieu, je vous en prie. Moi, OVH, c'est vrai qu'en fait, ce que j'aime pas, c'est à la mi-avril, ils avaient publié, je m'en souviens, et c'est la grosse bougie rouge qu'on voit à la mi-avril, c'était post-publication. Donc déjà, ce type de réaction à une publication, moi, c'est quelque chose qui me fait un peu passer mon tour. C'est une valeur growth, quoi qu'on en dise, peut-être moins sensible, mais ça reste de la tech. Et moi, alors, à l'instant T, c'est vrai que alors au-delà en plus du cloud, c'est qu'il y a le côté métavers, c'est-à-dire que si on a une révolution sur ce segment-là, je pense que ce type d'acteurs-là, s'ils ne prennent pas ce segment-là, ils peuvent être en première ligne et donc potentiellement continuer à baisser. Ça, c'est une opinion peut-être plus fondamentale à moyen terme, mais au-delà de ça, techniquement à court terme, moi, la petite stabilisation qu'on a, je vois plutôt ça comme un range, et donc un range de continuation, ce qui me fait craindre que dans le sillage du Nasdaq ou autre, qu'on n'ait pas, à mon avis, vu le point bas, et je pense même que ça risque à nouveau d'accélérer si on passe sous les plus bas. Range de continuation, ça veut dire qu'on peut sortir par le haut ou par le bas? Par le bas, c'est-à-dire que c'est une continuation de tendance, on est rentré dans la baisse, ça stabilise, ça latéralise pendant un mois et demi, et donc en gros, à mon avis, il y a 2 chances sur 3 au moins qu'on sorte à la baisse, je ne sais pas quand, mais je mets plus un billet sur une cassure des 18 que sur une cassure des 20. Mais voilà. Alors, droit de réponse, comme Bruno était positif, vous allez répondre à Mathieu ou donner vos arguments? Moi, je suis plutôt d'avis pour faire confiance à OVH. Pour l'instant, on n'a pas encore l'historique très important depuis l'introduction en bourse, mais on n'a pas eu de catastrophe en termes de publication, même s'il y a eu des cassures après certaines communication de résultats, mais les résultats n'étaient pas décevants particulièrement. Et c'est vrai que le marché, moi, c'est surtout le marché qui m'intéresse, quoi. Il y a encore presque un tiers des entreprises qui ne sont pas converties au cloud. Donc, il y a un énorme potentiel, comme le disait Jean-Louis. Donc, je suis plutôt... J'aurais tendance à dire encore un tiers, mais juste un tiers, c'est-à-dire que les 2 tiers se sont convertis. Oui, déjà, ouais. Mais bon, ça fait voilà, une énorme... Et celles qui se sont déjà converties continuent d'investir encore dedans. Donc, ils ont commencé leur transformation, mais il y a encore des choses à faire. Encore des choses à faire. Alors, la boîte a 20 ans quand même. Donc, oui. Non, mais en termes de publication... Tout à fait. Non, mais bien sûr. Voilà. Son introduction en bourse est récente, mais l'historique est beaucoup plus long. Non, mais on est capable de juger ce qui est potentiellement capable de faire aussi la direction, les dirigeants de la boîte. Alors, introduction en bourse d'OVH, donc il y a quelques temps, ça donne évidemment une transition parfaitement trouvée pour le quiz de Léa, qui est entièrement consacré aux introductions en bourse. Le quiz. Le quiz sur les introductions en bourse, tant attendu. Léa Jézéquel, je vous en prie, rappelez à nos invités les règles parce qu'ils sont un peu dissipés généralement. Alors, je vous donne la question, vous attendez que j'ai nommé toutes les réponses pour buzzer. Merci messieurs. On y va pour ce quiz spécial introduction en bourse. Première question, quelle est la plus grosse introduction en bourse de tous les temps? Disqualifié Jean-Louis. C'est fou ça. Dès le début. Dès le début. Je vous en prie. Première réponse, Saudi Aramco. Deuxième réponse, Meta, soit Facebook. Et troisième réponse, Visa. Bruno, c'est pour vous. Saudi Aramco. Bravo Bruno, donc c'est la bonne réponse, Saudi Aramco. Donc ce qui est important de savoir, c'est que tous ces montants sont bien sûr les montants qui ont été mis aux mains du public et non bien sûr la valorisation globale de l'entreprise. Et en fait, cette IPO, malgré le fait que c'est été la plus grosse de tous les temps, a assez peu fait parler d'elle dans les médias. Pourquoi? Parce qu'elle était essentiellement dédiée aux Saoudiens et que seuls 10,5% de l'introduction ont été finalement pris par des investisseurs étrangers. D'où finalement le peu de couverture médiatique par rapport à l'importance de cette IPO. Grosse introduction et très grosse entreprise puisque la valorisation est de l'ordre de 1700 milliards de dollars. Alors un point pour Bruno, 0 pour Jean-Louis, 0 pour Mathieu. C'est parti, deuxième question. Deuxième question. Lors de sa première journée de cotation en bourse à New York, quelle a été la variation de l'action Alibaba en 2014? Petit 1, moins 15%, petit 2, plus 38%, petit 3, moins 50%. Lancez-vous. Au hasard, plus 38. Bravo Bruno, vous êtes sur une lancée aujourd'hui, j'ai l'impression. Extraordinaire. Effectivement, plus 38%, c'est la hausse la plus importante de toutes les IPO durant la première journée de cotation. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a eu 100 millions de dollars d'actions échangées pendant les 10 premières minutes de cotation. Alors 2 points pour Bruno, 0 pour Jean-Louis, 0 pour Mathieu. Ressaisissez-vous, messieurs. Non, mais tout à l'heure, moi je vérifiais si ça marchait, c'est tout. Il n'y a que 5 questions. Si vous laissez Bruno répondre correctement à celle-là, c'est fini. C'est fini. C'est fini pour vous. On arrête à la 3. On a perdu. On arrête à la 3. Troisième question. Que signifie IPO?
Petit 1, Initial Public Offering. Petit 2, Introduction Public Offering. Petit 3, Initial Personal Offer. Ralenti. Jean-Louis? C'est Jean-Louis? Ça me semble, hein. Oui, c'est toi. Une. Deux. Moi, je dirais. Oh là 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 là. C'est Donc pour vous dites laisser. 2, Jean-Louis, c'est Moi, je ça? suis là. Vous dites Introduction Public Offering. Je vois que votre niveau initial, d'anglais est au top. Je mets initial, moi. Allez, je prends là. Attends. pardon. On laisse Léa répondre. D'accord, mais j'ai dit Non, 2. mais on a les réponses. Ah non, Deux. mais j'ai dit Deux deux, pour j'ai dit Jean-Louis. deux, donc On envoie la réponse. Si j'ai bien compris, c'est pas ça. On envoie la réponse sur l'écran. Eh non. Jean-Louis, désolé. Et donc, j'ai C'était pas la mis ma main, première. J'ai même pas de point. Initial. On sait que Mathieu allait répondre la une. Et on a donné c'est la vrai, réponse c'est avant. Je pense qu'on peut lui Donc, accorder, on peut lui la accorder le effectivement. point. Donc ça fait 2 points pour Bruno, 1 point pour Mathieu, 0 point pour Jean-Louis. Pardon, je ne vous ai pas laissé Non, expliquer. non, mais effectivement, Initial Public Offering, c'est quand on liste une entreprise en bourse, c'est le moment où on offre initialement au grand public la possibilité d'acquérir une part de l'entreprise. Question numéro 4. Question numéro 4. Laquelle de ces actions cotées en bourse de Paris a effectué son IPO en 2019 avec une immense couverture médiatique? Petit 1, la Française des Jeux. Petit 2, Corian. Petit 3, Aramis. C'est facile. Français des Jeux. Bravo Jean-Louis. Effectivement, ça a fait beaucoup parler de cette introduction puisque même le ministre de l'économie Bruno Le Maire a décidé de porter en fait la part dédiée aux particuliers de 33 à 44% tellement il y avait de demandes sur la Française des Jeux, en donnant une priorité aux petits porteurs. Pour certains, cette introduction en bourse où le public français a été extrêmement sensibilisé et pris entre guillemets en faveur, puisqu'il y avait vraiment une dimension de favoriser les petits porteurs, a permis à de nombreux nouveaux actionnaires de rentrer en bourse et de se mettre le pied à l'étrier finalement à la bourse française. Alors 1 point pour Jean-Louis, 1 point pour Mathieu, 2 points pour Bruno. Question décisive. Oui, l'enjeu est énorme. Quelle entreprise a vu les cours de son action baisser de plus de 10% dans les premières minutes de cotation le jour de son IPO? Petit 1, Robinhood. Petit 2, Meta. Petit 3, EDF. Meta. Donc c'est faux. C'est faux. Quoi? C'est faux. Bruno? Robinhood. C'est bien Bruno. Ah, Décidément, les IPO n'ont pas de secret pour vous. C'est pas Facebook qui a baissé Effectivement. Alors non, il y a eu quelques petits bugs sur Facebook, je vous l'accorde aussi, puisque en fait Facebook a été en retard de 30 minutes pour sa première cotation. Et ensuite, il y a eu beaucoup de problèmes techniques sur le Nasdaq qui ont fait que les ordres n'étaient pas pris en compte, mais il n'y a pas eu de baisse de cet ordre-là sur Facebook. C'est donc Robinhood la bonne réponse. Bravo Il faut Bruno. que Jean-Louis accepte la défaite. Réclamation. Non, mais je Vous pensais que acceptez Facebook... maintenant. mais elle a baissé après. Alors peut-être oui. Alors c'est Pas le peut-être ça. premier jour. Pas le Très premier bien. jour, d'accord. Donc victoire de Bruno, 3 points, merci, bravo. Hein, c'est toutes nos félicitations pour ce quiz gagné. Bruno, éclatante victoire. Jean-Louis, 2e place. Ouais, Ex c'est aequo parfait, avec c'est Mathieu. Merci messieurs. Je regarde jamais les introductions, donc c'est bien. Oui, c'est vrai, vous nous l'avez rappelé la dernière fois. Merci beaucoup pour cette émission et rendez-vous la prochaine fois.